Bonjour, je suis avec Jean-Pierre Lambert de Scrum Life, qui est un des grands experts du Scrum, et j'aimerais lui poser une question qui me taraude depuis au moins une décennie, qui est pourquoi est-ce quand on me parle du Scrum, on parle essentiellement du Scrum pratiqué en time boxing. Je fais des sprints de 2 semaines, par exemple, et toujours 2 semaines, pas une journée de plus ou de moins, toujours 2 semaines, donc du time boxing, bloqué par le temps, plutôt que du content boxing, c'est-à-dire que ma prochaine étape, elle est ça, ces spécifications-là, et ça prendra parfois 10 jours, parfois 12 jours, parfois 14 jours, bref, je ne me bloque pas dans le temps, je dis je veux cette étape-là. Et je garde à peu près la même granularité, c'est-à-dire que je comprends tous les aspects intelligents du Scrum et de l'Agile qui font qu'on y va sprint par sprint, etc. Je ne remets pas du tout ceci en cause, mais pourquoi faire des sprints avec exactement la même durée, quand parfois la hauteur de la marche, elle se prête plus à faire un jour ou deux de plus que les 2 semaines. Et j'ai l'impression qu'on se meurtrit à essayer de tenir dans les 2 semaines, quand on sait très bien que 2 semaines et 2 jours, ça aurait été mieux, quoi. Et on le sait dès le départ. Mais puisqu'on fait du time boxing, hop, c'est parti, et on fait une bêtise. Voilà. Et je n'y connais rien. Ce monsieur sait 100 fois ou 1000 fois plus de quoi je parle. Donc, c'est pourquoi est-ce que je me trompe et pourquoi est-ce que tout le monde fait du time boxing? Alors, tu te trompes sans te tromper, parce qu'il y a aussi les gens qui font du time boxing parce que faut faire du time boxing, voilà, et ceux qui le font pour une bonne raison. Ouais. Alors, il y a plein de choses. Déjà, la première chose, c'est que Scrum n'interdit pas formellement de changer la durée du sprint. Il faut que la durée du sprint soit cohérente, mais on pourrait imaginer d'un sprint à l'autre changer la durée. Par contre, une fois qu'on l'a lancée, on ne la change pas en cours de route. Potentiellement, on peut. Par contre, pourquoi est-ce que c'est pas forcément une bonne pratique ou qu'on l'encourage pas trop? La réponse, c'est par simplicité. C'est que notamment, d'ailleurs, il y a une notion de récurrence dans les événements. Et en fait, le coût d'une réunion, il est notamment plus lié dans l'organisation de la réunion. Il y a un vrai surcoût à organiser une réunion. Et en fait, c'est un des éléments qui est mis en avant en fait dans Scrum, c'est que d'avoir des réunions récurrentes, toujours au même rythme, baisse le coût en fait de ces réunions-là. Alors si on prend l'exemple que tu dis, depuis le début on savait que c'était 2 semaines et 2 jours. Ouais. Du coup, pourquoi on n'a pas découpé le sujet pour qu'il tienne en 2 semaines? Fallait pas y aller si on savait que ça ne tiendrait pas en 2 semaines. Ouais. Donc ça c'est une chose qu'on retrouve beaucoup dans les équipes agiles. Le nerf de la guerre, c'est découper en plus petit. Ouais. Ça c'est une chose. Et l'autre chose, elle est beaucoup plus profonde, elle est à qu'est-ce qu'on met dans un sprint. Et oui. Et en fait, la notion de time box, elle est là surtout quand on fait le lien avec la notion d'empirisme et de gestion de risque. Et on va faire le lien, notamment, on en parle en particulier dans le modèle Cynefin, où quand on fait la différence entre le complexe et le compliqué, c'est qu'en fait, en réalité, on ne sait... Enfin, quand on fait Scrum pour les bonnes raisons, on ne sait pas que ça va prendre 2 semaines et 2 jours. Scrum, la définition, c'est un cadre de travail pour trouver des solutions adaptives à des problèmes complexes. Donc déjà, si on n'est pas dans le domaine de la complexité, on a le droit de se demander est-ce qu'on fait bien d'utiliser Scrum, puisque finalement on est dans un domaine où on peut, au moins dans une certaine mesure, planifier les choses avec un expert en amont. Le Scrum qui sert à résoudre des problèmes complexes, on est plutôt dans l'incertitude tous les jours. C'est le monde où on découvre les choses en les faisant. Donc en fait, l'importance d'avoir une time box, elle est là. Elle est de se dire, ok, quel est l'objectif qu'on va se donner? On sait qu'on n'y dépensera pas plus de temps que d'argent que ça. Donc le lien est assez direct avec la notion de gestion de risque, en se disant, au pire, si on fait n'importe quoi, au pire, on ne gâche pas plus qu'un sprint. Donc ça sert aussi à ça, parce que là tu dis, en fait c'est 2 semaines et 2 jours, donc peut-être qu'on se le dit, on est la veille de la review, avec 2 jours en plus on aura un super truc. 2 jours plus tard on découvre qu'il faut encore 2 jours de plus, et on peut glisser indéfiniment en fait. Donc justement ça permet vraiment d'utiliser Scrum pour faire de la gestion de risque, d'avoir des bornes de temps fixes, au moins au pire, on sait qu'on ne gâche pas plus. Donc elle est vraiment là, cette notion de time box, pour gérer le fait que on utilise de l'empirisme, on gère des problèmes complexes, et on ne sait pas où on va. Et ce qui est assez emblématique, que souvent on comprend mal toutes ces notions-là, c'est qu'on est dans des environnements qui restent ancrés dans le monde des estimations, alors que par définition, si on est dans le domaine du complexe, une estimation,
c'est une prédiction, un truc complètement au doigt mouillé. Et donc en fait, on ne sait pas. On peut pas réellement faire des estimations. Par contre, on peut réduire l'ampleur de ce qu'on veut faire, la taille de la time box. Donc l'idée est plutôt ça. Et en fait, souvent, je fais attention à pas utiliser le terme itération quand je parle de sprint, que très souvent on va les considérer comme synonymes, mais en fait même un sprint devrait déjà être un ensemble d'itérations. On devrait se donner un bon sprint goal. Normalement, c'est pas une fonctionnalité à implémenter. Un bon sprint goal, c'est un problème à résoudre. Et donc ça veut dire que déjà potentiellement pendant un sprint, on va tester une première solution, puis explorer une deuxième solution, puis explorer une troisième solution, puis finalement revenir sur la deuxième et l'affiner et aller plus loin. Et donc déjà pendant le sprint, on devrait déjà être dans une logique hautement itérative. Et donc on ne sait pas où on arrive, à part justement à la fin du sprint. Et le fait de timeboxer aide aussi à simplement avoir un focus sur une seule chose et de vouloir faire la meilleure solution possible dans un temps donné. Si on n'a pas cette timebox, je dis pas que c'est le seul moyen qui existe, mais en tout cas c'est ce qu'on retrouve dans la philosophie de Scrum, cette timebox force à justement rentrer dans une logique type Pareto. On se concentre sur l'essentiel et après on verra et on voit déjà ce que ça nous apporte. Et on relève le nez du guidon et on peut regarder ce que ça donne, ce que ça marche et collecter du feedback et etc. etc. Dans ces exemples de time boxing et content boxing, tu m'as cité un exemple que j'adore, mais j'aimerais que tu redécrives, qui est le cas d'une entreprise avec laquelle tu travailles, qui font des sprints de une semaine, si j'ai bien compris, mais de temps en temps, quand ils se rendent compte que ça ne va pas se faire correctement dans une semaine, ils font une exception, ils disent le prochain sprint sera de 2 semaines. C'est pas une très belle solution win-win entre time boxing et content boxing de travailler comme ça? Tu recommandes ce genre de choses quand c'est justifié? Ben alors, justement, c'est qu'est-ce qui se passe derrière, qu'est-ce qui se cache derrière quand c'est justifié. Eh oui. Puisque en fait là le contexte en question, c'est si vous regardez les vidéos sur Scrum Life, j'aime bien opposer approche produit ou solution à la demande. Ouais. Et en fait dans l'approche produit, c'est un fonctionnement qui va être très favorable et qui va me surposer sur les notions d'empirisme que j'ai évoquées. Et donc en fait si on était dans une approche produit, on devrait toujours pouvoir se dire qu'est-ce qu'on va faire pendant une semaine qui va nous permettre d'apprendre, de se rapprocher de l'objectif. Et qui est d'ailleurs un levier très puissant qu'on recommande de se dire, là on est en planning, on est 6 personnes dans l'équipe, on va travailler pendant 5 jours, ça fait tant de temps, tant d'heures, tant de ressources, voire même tant d'argent, c'est très puissant de savoir combien on coûte à l'entreprise. Qu'est-ce qu'on va faire en échange de ce temps, de cet investissement, de le penser comme un investissement, qui augmente nos chances de nous rapprocher de notre vision produit, de nos objectifs. Et normalement, on arrive toujours à trouver quelque chose et on est très content du coup de se dire non mais au bout d'une semaine, on doit être capable d'avoir quelque chose qui nous permettra d'avoir du feedback. Mais à l'inverse, quand on est plutôt en mode ce que j'appelle solution à la demande, ce qu'on retrouve très souvent dans les boîtes avec un mode de fonctionnement assez classique, finalement avec une DSI qui est ni plus ni moins une agence en interne pour faire les demandes des métiers. Très souvent, ce qu'on voit, et justement l'enjeu des transformations digitales, c'est aussi de transformer cette dynamique-là qu'on a. En gros, les métiers ils viennent juste en disant voilà ce qu'il me faut, c'est pour quand, donnez-moi quand j'ai fini. Et en fait, quand on se retrouve dans une situation où même le métier ne veut pas itérer, on lui dit non mais regarde, on va vous donner, là dans une semaine on se revoit, on vous montre ce qu'on a fait, ça résoudra déjà quelques cas d'usage. On a fait un vrai découpage, c'est pas genre on a fait la moitié de la solution mais on peut pas la livrer. Non, on a fait une première solution qui répond déjà à 2 cas d'usage sur 10. Normalement, ça aurait déjà de la valeur. Et le métier vous répond ah non mais c'est bon, moi je vais pas le donner à mes équipes tant que j'ai pas tout, je m'embête pas à le déployer. Donc en fait, on n'aura pas de feedback et on n'aura pas. Donc en fait, et là on peut faire par contre le lien avec le lean, avec un peu l'équivalent du takt time, qui est aller toujours plus vite. Il y a plein d'avantages justement parce qu'on est plus efficace. Mais à un moment donné, est-ce que ça sert à aller plus vite que le rythme de consommation du produit? Donc c'est plutôt sous cet angle-là qu'il faut le prendre. Si concrètement, au bout d'une semaine, on arrive à livrer la moitié de la solution, et elle est très bien, elle marche, elle a tout ce qu'il faut, mais on ne peut pas avoir de feedback dessus, donc du coup, ce sprint, ça ne sert à rien de l'arrêter là. Oui. Et donc du coup, dans ce contexte-là,
j'ai pas envie de me battre avec eux à leur dire non, il faut quand même découper, vous pouvez le faire. Si de toute façon, derrière, il n'y aura pas de feedback. Ok. Qu'après, il y a plusieurs sortes de feedback. Il y a aussi des choses qui peuvent être prises, par exemple. Mais peut-être que vous auriez pu commencer par le système d'observabilité. Et en fait, déjà, à votre niveau, vous voyez ça. Et là, ça a du sens. Là, ça a du sens de le découper en 2 fois. Par contre, si c'est littéralement la demande du métier qu'il y aura rien que le métier voudra utiliser au bout d'une semaine, bon, et bah, effectivement, c'est pas la peine en plus de lui donner rendez-vous au bout d'une semaine, qui risque peut-être d'empirer encore la relation, qui est déjà pas très au joli avec ce métier-là. Très bien, merci. Merci Jean-Pierre de Scrum Life sur ces explications sur le timeboxing et le content boxing et pourquoi et comment on peut parfois les combiner. J'espère que vous avez trouvé ceci intéressant. Merci beaucoup Jean-Pierre.